Salut les amis, bienvenue dans ce JMT numéro 33. Je ne pensais pas faire un JMT en été parce que je me suis dit que il n'y aurait pas forcément énormément d'informations. Et les petites informations, les placer dans les JMT Flash, c'était pas mal non plus. Sauf que là, il y a suffisamment de choses pour pouvoir vous faire un vrai JMT. Donc voici donc son édition numéro 33. Pour le premier sujet de ce journal, je vais vous parler à cœur ouvert d'une mise à jour de YouTube qui est absolument inacceptable. Il faut savoir que YouTube représente pour beaucoup de créateurs entre 30 et 50 voire 60% des revenus d'une chaîne YouTube. Ces revenus sont générés de plusieurs manières. Mais la manière principale, c'est la publicité YouTube. Donc vous allez avoir de la pub avant les vidéos, après les vidéos, autour des vidéos, mais aussi pendant les vidéos. Or, la coupure des vidéos qui sont le fruit du travail des créateurs, eh bien, c'est quelque chose dont on devrait garder le contrôle. Ok, je suis d'accord qu'il faut de la pub, je suis d'accord qu'il faut de l'argent, mais aujourd'hui, YouTube a fait une mise à jour qui nous a complètement enlevé le contrôle de la publicité que vous voyez au milieu des vidéos. Alors, pas tout à fait, mais vous allez voir un petit peu ce que ça représente comme différence. Auparavant, lorsqu'on mettait une vidéo sur YouTube, on avait la possibilité de mettre ou non des coupures publicitaires. Vous l'avez peut-être remarqué, mais depuis quelques semaines, voire quelques mois, je ne mets plus de coupures publicitaires. S'il y en avait, n'hésitez pas à m'envoyer des mails pour me dire « Attention, il y a des coupures publicitaires sur des vidéos où tu as refusé d'en mettre. » Pourquoi j'en ai pas mis? Bien parce que j'avais suffisamment de sponsors pour me permettre de me passer de cet argent. Donc, je me suis dit, vous avez déjà une publicité qui est une coupure publicitaire. Alors des fois, souvent, elle est en début de vidéo. Je voulais pas vous imposer de coupures supplémentaires. Voilà. Sauf que lorsqu'il n'y a pas assez de sponsors, eh bien, je mets une, voire deux coupures publicitaires placées manuellement sur les vidéos. Avec la dernière mise à jour, YouTube se réserve le droit de vous inonder de pubs en plus des coupures que j'ai prévues. Autrement dit, vous allez vous retrouver avec une vidéo de 15 minutes avec 10 ou 12 coupures publicitaires. C'est juste inadmissible. Du coup, je comprends extrêmement bien le fait que dans des conditions pareilles, on utilise un bloqueur de pub. Pourquoi YouTube a fait ça? Eh bien, pour favoriser l'arrivée massive d'abonnements premium payants. Personnellement, je l'ai parce que ça m'arrange. J'ai également YouTube Music, mais quelque part, cette façon de forcer la main est juste inadmissible. Pour l'instant, je m'en sors grâce aux sponsors. C'est pas la panacée, mais je m'en sors. Donc du coup, j'avais enlevé les coupures pub. Est-ce qu'une mise à jour nous les imposera un jour? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas bon du tout. Vraiment pas bon. De mon point de vue, c'est vous prendre en otage. Et donc, j'ai décidé de ne plus mettre de coupures publicitaires tant que je le pourrai. Au milieu des vidéos, hein, je précise, je parle pas des pubs avant ou après. Ça veut dire une chose, lorsque les sponsors seront moins nombreux, eh bien, les finances vont être extrêmement tendues. Et si une telle situation devait perdurer trop longtemps, ça pourrait faire disparaître des chaînes YouTube. Et la mienne aussi. Donc sachez qu'il y a un risque du fait de cet appât du gain de YouTube. Il est bien évident que de la même manière, vos contributions Tipeee ou PayPal nous permettent de continuer à travailler. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les contributeurs Tipeee ou PayPal qui, eux, permettent aussi d'éviter ces coupures pub. Avec les sponsors, ils seront peut-être dans l'avenir notre seul revenu si on veut éviter de retrouver un contenu haché et une expérience de visionnage absolument pourrie. Du coup, cet été, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau de mes collègues et si on peut effectivement contrer YouTube et vous offrir une meilleure expérience dans le visionnage de nos vidéos. Pour l'instant, tout ça, c'est à suivre, mais ça nous fait vraiment pas plaisir.
Maintenant, passons à l'automobile. Et on va passer au nouveau Tesla Model Y. Parce que oui, il y a un nouveau Model Y, en plus du modèle Juniper. Celui-ci a été annoncé en Chine et s'appelle le Model YL. L pour long. Il fait 15 cm de plus en longueur et dispose de 6 places. Grand confort selon Tesla. Pour l'instant, on n'a pas encore vu l'intérieur. Basé sur le modèle Long Range, haut de gamme, il va être vendu aux alentours des 50-55 000 $, ou leur équivalent en tout cas, en Chine. C'est cher pour la Chine, mais ça reste un véhicule haut de gamme. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est un véhicule qui sera un tout petit peu plus lourd, un peu moins d'une centaine de kilos que le modèle Y normal. En revanche, il va poser énormément de questions par rapport au modèle X. Parce que oui, le modèle X, dans sa nouvelle définition, est un peu plus grand, au niveau des places arrière, du 3e rang. Enfin, ça, c'est ce que dit Tesla. En fait, en réalité, il faut toujours être cul-de-jatte pour être au 3e rang. En revanche, le modèle Y, lui, dans sa définition 6 places, a la même longueur. Et, du fait de sa configuration technique, sera probablement nettement plus logeable que le modèle X. Un comble. En effet, les portes Falcon, la forme du véhicule, les roues et jantes plus grandes, la motorisation même du modèle X font que il y a plus de place utilisée pour la mécanique et pour les points techniques. De ce fait-là, le modèle Y est largement plus optimisé par rapport à son volume intérieur. De plus, les images présentées en Chine sont plutôt alléchantes. Une nouvelle couleur un peu dorée du style de celle du Cybercab est vraiment, selon moi, très jolie. Tout comme les nouvelles jantes. Ces jantes ont vraiment de la gueule. Enfin, Tesla commence à faire des jantes qui ont un look sympa. Mais finalement, la question qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est est-ce que ce véhicule sera vendu en Europe? Eh bien, je pense que oui. Premièrement, il est facile de le produire à Berlin. Et certains indices permettent de penser que de l'équipement est arrivé à l'usine de Berlin, permettant de créer des variantes du modèle Y. Donc peut-être cette version 6 places, voire une configuration 7 places spécifique à l'Europe. Ensuite, d'un point de vue pragmatique, le modèle X n'est pas du tout adapté à nos routes européennes, alors que le modèle Y l'est. Ce qui veut dire que la version YL pourrait vraiment s'adapter mieux à l'Europe que le X. Et là, je pense que Tesla est en train de se poser la question, est-ce qu'on va continuer à vendre les S et X en Europe dans cette nouvelle définition? Pour les volumes de vente que cela représente, repasser les homologations pour les modifications représente un coût énorme. La seule justification qu'aurait Tesla, eh bien, ce serait d'avoir un porte-étendard en Europe. Mais je pense pas qu'aujourd'hui Tesla soit sensible à ça. Donc, disparition des S et X en Europe, ça c'est probable, surtout si le modèle YL est présenté sur notre territoire. À suivre assurément sur ce point, mais il y a énormément d'autres choses qu'il va falloir voir chez Tesla. Et ça, c'est notre 3e sujet. Décidément, Tesla continue à faire parler, et pour le bon et le moins bon. On va commencer par le moins bon. Toutefois, c'est pas si mauvais que ça. Depuis le début de l'année, on sait qu'en France, le modèle Y a reculé de 22% en immatriculation. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça. La modèle 3 fait bien pire avec 65%. Mais il y a d'autres modèles qui ont perdu les 3/4 de leurs immatriculations. Regardez la Mégane. En fait, il se passe quelque chose d'assez intéressant. C'est que les seuls modèles qui progressent, ce sont ceux qui sont bradés, réellement bradés, à savoir les modèles Volkswagen. Ça, c'est ceux qui progressent. Mais il y a aussi les nouveaux modèles. En France, les grosses réussites de nouveautés sont la Renault 5, le Scénic et la Citroën IC3. Le i3008 fait un peu grise mine par contre. Donc aujourd'hui, finalement, ce qui marche, c'est les véhicules à bas prix et les nouveaux véhicules. Or, Tesla n'a aucun des deux, jusqu'à la promo sur la Model 3. On regardera ce que ça va donner. Toutefois, le recul de 22% est à relativiser parce que Tesla, en fait, ne diffusait pas pour l'instant les modèles Y propulsion et n'avait pas encore l'accord pour le bonus ou le coup de pouce. Et pour être juste avec Tesla, pour comparer les volumes, il faudrait comparer uniquement
les modèles Y long range 4 roues motrices. L'absence du modèle propulsion et du modèle performance a forcément grévé les ventes et créé un effet d'attente. Toujours sur le plan des marchés, les États-Unis se portent plutôt mal par rapport à Tesla. Et c'est normal, parce que les actions politiques d'Elon Musk pèsent beaucoup plus là-bas que chez nous. Ce qu'on constate par contre, c'est que le modèle Y ou la modèle 3 sont peu impactés, mais que les modèles haut de gamme, donc les véhicules à image, eux, par contre, ils en prennent pour leur grade. Que ce soit les S ou X parce qu'elles sont vieilles et démodées, je mets vieilles entre guillemets, hein, ou alors le Cybertruck. Et le Cybertruck, c'est un cas particulier parce que finalement, il rate sa cible parce que trop complexe et surtout trop cher. Dans un contexte où on est montré du doigt en roulant en Tesla, eh bien, la plupart des clients aujourd'hui qui veulent un véhicule à image très cher, très valorisant, vont se tourner vers Cadillac ou vers le Hummer. Maintenant, ne pensez pas que Tesla reste les bras croisés. Et Elon Musk vient d'annoncer, avant la fin de l'année, la présentation la plus fantastique de toute l'histoire de Tesla. Le problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle présentation il s'agit. Mais comme Elon Musk ne lève aucun mystère, eh bien, ça fait parler tout le monde. Et finalement, c'est de la communication, hein. Certains pensent qu'il s'agit du Roadster, qu'on attend depuis 2017. Il serait temps. Certains pensent qu'il s'agit d'Optimus, d'autres de la conduite autonome, et certains de Dojo, etc. Moi, personnellement, peu importe ce que Tesla va proposer dans cette présentation la plus fantastique au monde. Moi, ce qui m'intéresse, c'est du concret. C'est-à-dire, ce sont des voitures qui soient moins chères, plus abordables, plus accessibles à tous, et donc ça, ce serait vraiment hypant. Pas une présentation à la Cybercab, Robotaxi, qui finalement n'est que du spectacle. Et je pense que cette présentation se fera dans le nouveau restaurant de Tesla, qui est un diner style années 50, avec des bornes de recharge, etc. À voir d'ailleurs si le modèle économique est viable. Parce que là, ça pourrait vraiment créer, au niveau de l'électrique, un appel d'air au niveau investissement pour créer des services dont les gens ont besoin pendant les recharges et qui rapportent de l'argent. À suivre assurément. On parlait d'attentisme chez Tesla tout à l'heure, au niveau du modèle Y, mais il pourrait bien être généralisé à tous les constructeurs. Pourquoi? Parce que le 30 septembre prochain, un nouveau leasing social entre en vigueur. En 2025, pourtant, il est assez différent de celui qu'on avait vu les autres années. Premièrement, parce qu'il est financé par les C2E, les certificats d'économie d'énergie. Il n'impacte donc pas le budget de l'État. Toutefois, c'est quand même la communauté qui va financer tout ça au travers des factures d'énergie. Comme l'année dernière, ces leasings sociaux seront réservés aux personnes ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15 400 et quelques euros. Ce qui est important pourtant, c'est que cette fois-ci, on va avoir des disparités plus importantes. Sont éligibles les voitures comme la Twingo ou la Dacia Spring, qui vont avoir un leasing social inférieur à 100 euros. En revanche, le leasing social peut monter jusqu'à 200 euros par mois pour les véhicules les plus gros et les plus chers. On notera que même la MG4, qui est une voiture chinoise, est éligible. Globalement, ce leasing social va favoriser les véhicules européens, et finalement, c'est pas un mal. Au point de vue financier, les C2E financeront jusqu'à 7 000 euros sur le prix d'achat de la voiture. Mais attention, le leasing social reste un leasing, c'est une location longue durée, qui ne permet pas de racheter la voiture à la fin, qui va faire dépenser de l'argent pour finalement se déplacer, mais pas pour avoir une voiture à la fin. Ça, c'est pour moi un gros problème, puisque aujourd'hui, lorsqu'on est une famille avec un revenu modeste, il est tout de même moins cher d'acheter une voiture et de la garder sur le long terme. Deuxième chose, l'État annonce 50 000 voitures au minimum. Mais ça, c'est un vœu pieux, parce que si les acteurs des C2E décident de fermer le robinet au bout de 20 000 voitures, ils pourront le faire. C'est selon le bon vouloir des énergéticiens. Tout comme d'ailleurs le coup de pouce. Donc au final, leasing social, oui, c'est bien, c'est ponctuel, mais cela ne règle pas le problème de base, à savoir le coût abordable d'une voiture à l'achat. Cela va continuer à financer des entreprises et des constructeurs qui peuvent se permettre de perdre de l'argent
dans le but d'occuper le marché, mais aussi de faire perdurer le parasitage de réseaux de concessionnaires ou de constructeurs au niveau des entretiens pour vous faire dépenser beaucoup plus que finalement le leasing social. À méditer. Depuis le début de l'été, il y a une bonne affaire à faire au niveau des recharges de voitures électriques. J'étais un peu passé dessus parce que je me disais que j'avais pas envie de faire de la pub à une société en particulier. Toutefois, il faut bien reconnaître que l'action du réseau de recharge Electra est plutôt intéressante. Aujourd'hui, Electra a décidé d'offrir l'abonnement de 19,99 € par mois pendant un mois, sans engagement. Ce qui veut dire que pour les gens qui partent en vacances, vous allez pouvoir prendre cet abonnement pendant un mois de manière gratuite et bénéficier de recharges à 29 centimes du kilowattheure sur le réseau Electra. Concrètement, qu'est-ce que cela représente? On va partir sur une voiture qui consomme 20 kWh au 100 km. À peu près sur autoroute, on va dire, on va partir de là. C'est environ la moyenne de ce qu'on va trouver. Ce qui fait que sur un trajet de vacances de 1000 km ou 800 km, on va dire, plus du trajet sur place et du retour, vous allez faire à peu près 2000 km. Sur 2000 km, vous allez donc consommer 400 kWh. Eh bien, avec la promo d'Electra, ces 400 kWh vous coûteront 116 €. Sachant que en temps normal, ça vous coûterait 135,99 €. Maintenant, allons voir ce qui se passe sans abonnement. Et allons voir ce qui se passe dans d'autres réseaux. Et là, ça devient vraiment intéressant. Lorsqu'on prend le coût Electra sans abonnement, vous êtes à un stratosphérique 212 €. Mais c'est pas le plus cher, vous allez voir. Si maintenant vous utilisez le réseau Tesla sans abonnement, alors sachant que je pars sur une moyenne de 40-41 centimes du kilowattheure, vous en aurez pour 160 € pour faire 2000 km. Ok, maintenant chez Tesla, avec un coût d'abonnement à 19,99 €, vous seriez à 131,99 €. Ce qui veut dire qu'avec le réseau Tesla, pour peu que vous ayez une voiture en 400 volts, eh bien c'est plus intéressant que le coût normal d'Electra avec abonnement. De plus, vous avez un réseau qui est largement plus développé. En revanche, si vous avez une voiture en architecture 800 volts, vous avez tout intérêt plutôt à passer sur Electra, qui dispose de bornes 800 volts, alors que le réseau Tesla n'est qu'en 400 volts à ce jour. Voyons maintenant ce que ça donnerait avec Ionity. Ionity, mais dans un cadre particulier, donc à savoir le cadre Mobilize. Moi, ça me concerne puisque j'ai une Renault. Donc, avec Mobilize, avec un abonnement, pour faire 2000 km, cela me coûterait 155,99 €. Parce que le prix du kilowattheure est de 35 centimes, pour un abonnement qui est certes moins cher à 5,99 €, mais vu le nombre de kilowattheures, eh bien ce n'est pas rentable. Ce qui fait que pour mes vacances, je vais voir si la promo de chez Electra est toujours valable, mais je pense que je vais prendre Electra. Et enfin, si aujourd'hui vous prenez une carte Mobilize avec Ionity et sans abonnement, vos 400 kWh vous coûteront 244 €. C'est juste énorme. Voilà qui illustre parfaitement ce qui se passe en ce moment sur les réseaux de charge. Ce qui se passe, c'est que les réseaux sont en train de se développer. Et aujourd'hui, pour un réseau, le seul moyen de perdurer et de devenir rentable un jour, c'est soit d'être placé à des endroits stratégiques comme les aires d'autoroute, ce que Ionity fait très bien, ou alors d'être compétitif en termes de prix pour attirer les gens et donner l'habitude aux personnes de visiter les bornes. Et c'est pour ça que Electra met de l'argent aujourd'hui sur la table pour vous permettre de recharger moins cher parce qu'ils veulent que vous découvriez leur station. Et ça, c'est un effet qui est énorme. Pour la bonne et simple raison que si vous avez le choix entre deux stations, une que vous avez déjà visitée et qui fonctionnait très bien, et une que vous ne connaissez pas, vous allez naturellement, même en dehors d'une considération de prix, aller vers celle que vous connaissez, parce que vous savez que ça va fonctionner. Aujourd'hui, le meilleur exemple, c'est Tesla. Énormément de clients Tesla qui ont changé de voiture, qui sont passés à d'autres marques, continuent à recharger chez Tesla. Parce qu'ils savent que ça marche, et que c'est fiable, et que c'est pas trop cher. Donc finalement, bravo à Electra, et je précise, c'est pas sponsorisé, j'ai absolument aucun accord avec eux. Electra a fait ce qu'il fallait. Et du coup, j'invite vraiment les autres réseaux à faire pareil. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a plusieurs réseaux européens qui se réunissent et qui veulent créer un abonnement pour tous. Ça, c'est vraiment intéressant et on en reparlera plus tard parce que vraiment, si on pouvait aujourd'hui avoir un moyen de recharger de manière abordable avec des réseaux énormes, aussi bien chez Ionity que chez Electra, Atlante
ou d'autres. Et ça, c'est génial, parce qu'avoir un abonnement où on peut charger de manière abordable partout, en comparaison des cartes où certes, vous pouvez recharger partout, mais vous pouvez pas le faire sans vendre un rein ou faire une demande de crédit. En tout cas, le marché de la recharge rapide est à suivre avec grande attention, parce qu'il déterminera si oui ou non la voiture électrique pourra s'imposer, et surtout, si les clients vont pouvoir réellement faire des économies ou se les faire phagocyter par tous les acteurs de la mobilité électrique qui veulent mettre toutes vos économies dans leur poche. Voilà, ce journal se termine. Je voulais juste ajouter, en termes d'agenda, que je serai présent au Rallye des Châtaignes de mi-septembre dans le Vercors. N'hésitez pas à regarder sur le site si vous voulez nous rendre visite, mais aussi, si vous avez une voiture électrique ou une moto électrique et que vous avez envie de participer au Rallye des Châtaignes, allez-y, hein, franchement, je pense que ça va être très sympa. C'est organisé par le e-France Café et mon ami Sébastien Gall. Voilà. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.